Bertrand Blier. À lui tout seul, il est la plume la plus insolente et la plus férocement drôle du cinéma français. En plus de 40 ans de carrière, ce n'est pas une page, mais un chapitre entier qu'il a écrit pour cet art, qu'il considère mineur. Son 18e long métrage, Convoi exceptionnel, sort sur les écrans. Qu'est-ce que c'est que cette musique? Quand une femme disparaît dans la nuit, il y a toujours une musique. Triste, la musique. Pour la première fois, il y dirige Christian Clavier et retrouve l'immense Gérard Depardieu pour s'y cacher derrière et continuer de faire valser les conventions. C'est complètement con, cette histoire de tuer un mec. Nous venons pour vous tuer. Moi, dans mon scénario, il y a écrit « Sors un flingue ». Comment vous faites maintenant? On vous dit au revoir et désolé pour le dérangement. Bertrand Blier, bonjour. Bonjour, bonjour. En venant ici, je me dis que vous allez peut-être réveiller Jean Gabin. Vous savez pourquoi je vous parle de Gabin par rapport à la télévision? Il disait « Pourquoi voulez-vous que j'aille montrer ma tronche à la télé alors que les gens payent pour aller au cinéma ?» Bien sûr. Ça vous emmerde la promo à la télé, de venir à la télé parler de cinéma? On vit avec, alors on fait avec. Ouais, mais ça, c'est pas une réponse, Bertrand Blier. Non, moi j'aime bien les trucs cons. D'accord. La promo, c'est con. Hein? D'abord parce que tout le monde en fait, et donc si tout le monde en fait, ça veut dire que tout le monde se dit « je vais faire de la promo, le film va marcher ». Et il y a quand même la plupart des films qui ne marchent pas, malgré la promo. Donc on voit des gens faire des promos magnifiques. Quelle ambiance, on était un groupe d'amis, on s'est très bien entendu alors qu'ils se foutaient sur la gueule. Et le film sort et ne marche pas. Donc la promo, à mon avis, ne sert à rien. Comment on pourrait faire pour que ce moment soit un peu moins con, alors? Supprimer. On arrête là. Ça serait dommage parce que moi, j'ai grandi avec vos films. Mais vous, Bertrand Blier, vous avez grandi avec quel cinéma? Je vivais dans un quartier, dans le 16e, où il y avait des cinémas partout. Donc je sortais de l'école, je posais mon cartable et hop, avec un copain, on allait voir un western, on allait voir n'importe quoi, on allait voir tout ce qui passait. Sans prédilection particulière pour le cinéma français ou le cinéma américain? Plutôt américain qui nous attirait. Il y a un genre de prédilection que vous avez pour le cinéma américain? Le polar. Le polar. Ouais, il faut que ça flingue. Vous dites, les objets m'ont parfois servi de point de départ. Les objets. Les objets, et notamment Buffet froid. Le couteau. Parce que à l'époque, Gérard Depardieu se balade tout le temps avec un couteau. On a fait un film avant qui s'appelait donc Préparez vos mouchoirs, où on a tourné dans des forêts. Et comme il s'emmerdait entre les plans, il avait un gros couteau et il coupait des branches. Et puis ensuite, il les découpait en petits bouts pour arriver au cure-dent. C'est-à-dire que l'idéal pour lui, c'était le cure-dent. Ça lui prenait 1 heure, il était très content et son couteau était très bien aiguisé. Donc quand le film a été terminé et que je suis passé à l'idée d'en faire un autre, j'ai pensé au couteau. Et je me suis dit, le couteau, hop, on va le mettre dans le ventre d'un mec qu'on ne connaît pas, dans la foule. Et ça sera le sujet du film. Et j'ai fait le film. Ben voilà, j'ai un couteau dans le ventre. Et quel est le salopard qui vous a fait ça? Un jaune, avec un manteau. Dans mon genre? Oui, à votre place, moi je me devinerais. Mais c'est pas moi, ça peut pas être moi! J'arrive, j'étais pas là! J'ai pas dit que c'était vous. Alors c'est qui? Mais j'en sais rien, j'ai pas fait tellement attention. Ben, vous pourriez ouvrir les yeux dans des cas pareils. Est-ce que vous allez finir par me foutre la paix? Je meurs. Barrez-vous. Je peux pas vous laisser comme ça. Mais si, j'en ai vu d'autres. Mais là, vous risquez de plus de voir grand-chose. Oh, c'est juste un mauvais moment à passer. Alors, moi, je suis venu avec un autre objet, un caddie. Parce que ça, c'est un objet qu'on retrouve dans vos films. D'abord avec Les Valseuses. La scène d'ouverture, vous mettez Gérard dedans. Alors là, le lion en cage, la métaphore est totale. Merci la vie. Et puis, ce nouveau film, ça commence avec un caddie. Ça représente quoi pour vous, un caddie? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi la symbolique du caddie? Le caddie initial, c'est celui des Valseuses. Ouais. Le premier jour de tournage, ils doivent poursuivre une dame et la harceler physiquement dans une rue. Et j'ai l'idée du caddie parce qu'on n'était pas loin d'une grande surface. Et j'essaye de mettre Gérard dans le caddie. Je me dis, il ne va pas rentrer. Et il rentre quand même dans le caddie. Et Patrick le pousse. Et j'ai le premier plan du film. Et c'est un hommage à Kubrick. J'ai pensé à Kubrick. Je me suis dit, comment Kubrick commencerait le film? Eh ben, il ferait ça. Viens, ma chérie, viens. Et il ne faut pas oublier que j'ai fait Les Valseuses très peu de temps après la sortie d'Orange Mécanique. Donc c'était une époque où on avait des grands exemples. On suivait les mauvaises manières de Kubrick. Il n'y avait pas que moi qui avait des mauvaises manières. Non, mais ça, c'est important, Bertrand Blier. Il y a très peu de metteurs en scène qui disent leurs emprunts, qui disent ce qu'ils ont pu, justement,
utiliser des grands metteurs en scène? Il faut s'inspirer, il faut pomper. C'est trop merveilleux de pomper à Kubrick. Alors, il ne le sait pas, il n'a pas su, mais personne ne l'a su. Mais moi, je sais que c'est ça, quoi. Parfois, ça m'arrive de m'arrêter et de me dire, je suis dans un champ, il faut que je filme Albert Dupontel, qui arrive, et je ne sais pas comment filmer le plan. Je suis emmerdé parce que le plan n'est pas très marrant. Et je me dis, Lynch, il filmerait ça comment, lui? Eh bien, il mettrait la caméra en l'air, et puis ça serait inquiétant. Alors on dit, mettez la caméra en l'air, et on fait le plan à la Lynch, et ça marche. Vous, il n'y a que Lynch qui, d'un seul coup, Voilà. à chaque fois, vous pouvez intervertir une situation et un metteur en scène? C'est-à-dire qu'il y a des metteurs en scène qui inspirent, et d'autres, Buñuel inspire. Buñuel donne des idées, mais au moins, pas sur le tournage, mais sur l'écriture. Quand on écrit une histoire, on pense à Buñuel. Par exemple, il y a un film où il y a un acteur qui donne une claque. C'est Pied-Plus, je crois, qui donne une baffe à quelqu'un. Le charme discret de la bourgeoisie. Voilà, et ça se passe pendant un dîner, et la baffe est sublime. Et au moment de la baffe, tout le monde applaudit, il y a un rideau qui se lève, et on s'aperçoit qu'on est sur scène devant un théâtre avec 400 personnes qui regardent. Bon, ça, c'est le génie de Buñuel, parce que ça ne tient pas debout. C'est gratuit et en même temps, il nous manipule. Et c'est beau. Donc voilà. Donc il y a des gens sur lesquels il faut voler des idées. Nous avons la chance de voir ressorti votre premier film, Hitler connaît pas, Oui. un film de cinéma documentaire, où vous filmiez à l'époque quelque chose qui préoccupait un peu la télévision, qui était la jeunesse, cette créature dont on ne savait pas quoi faire. Comment le documentaire, ça arrive dans votre espace de travail, que ça devient votre travail? Il se trouve qu'il y a eu une rencontre que j'ai faite avec des gens qui voulaient faire un film dont le thème était la jeunesse. Ils voulaient faire un film, un témoignage sur la jeunesse. J'ai été contacté par hasard pour le faire et c'était pas du tout mon truc. Mais j'ai dit oui, je le fais. Parce que j'étais joueur, je voulais faire un film. J'étais très jeune, j'avais 22 ans. Donc j'ai commencé à réfléchir à ce projet et j'ai cherché une forme. J'ai trouvé une forme de mise en scène et d'écriture que j'ai essayé de pousser au paroxysme. Et c'était filmé d'une manière un peu sophistiquée à la Chris Marker. Un peu. Après mon certificat d'études, j'ai préféré travailler. Je ne voulais plus rester à la maison. Je ne me plaisais plus à la maison parce que j'arrivais à plus pouvoir supporter mon père. J'ai trouvé une place à Paris, comme vendeuse en boulangerie. Puis j'ai fait mes valises et je suis partie. Est-ce que vous aviez vu un autre grand documentaire qui était le mystère Picasso, filmé par Clouzot? Je l'ai même vu en projection privée avec Clouzot. C'est-à-dire que j'ai assisté à la première projection du mystère Picasso avec Henri-Georges Clouzot au studio de la Victorine. C'était une projection de travail, c'est-à-dire qu'il voulait vérifier que tout allait bien. Et il avait invité mes parents et moi, et il a dit à mon père, tu peux venir avec ton fils si tu veux. Donc je me suis retrouvé tout seul dans cette salle magique. Et ça a été très déterminant et je crois que c'est pour ça que j'ai décidé de faire du cinéma. Bon, alors écoute, on s'entend bien. S'il arrive quoi que ce soit, tu coupes. De mon côté, s'il arrive quoi que ce soit, je coupe, parce qu'il y a très peu de pellicule. Bon, numéro. Numéro est pris. Attention, tu es prêt? Oui. Moteur. Ça tourne. Vous êtes un fils d'acteur. Ah oui, ça on peut le dire. À quel moment vous avez entendu parler de metteur en scène? Parce que je me dis que dans une famille d'acteurs, on parle beaucoup des acteurs. On ne parle pas des metteurs en scène. Mais à quel moment vous vous êtes intéressé, vous, aux metteurs en scène? Avec Clouzot? Avec Clouzot. Avec le mystère Picasso? Oui, c'est ça. J'avais 14-15 ans. Et est-ce que vous avez eu envie de rentrer dans sa boutique pour savoir comment il faisait ses films? Est-ce que vous avez discuté cinéma avec Clouzot? Oui, j'ai discuté cinéma avec lui. Je l'ai même retrouvé plus tard parce qu'on s'est vu en séance de travail à une époque où il avait des difficultés après sa maladie. Où il a eu des difficultés pour trouver... Après l'enfer? Oui, après l'enfer, il a eu des difficultés pour trouver des sujets. Les producteurs craignaient de l'engager. Et lui, il avait besoin d'histoire. Il n'avait pas beaucoup d'histoire. Il avait un monde extraordinaire, mais il n'avait pas beaucoup d'histoire. Donc il recevait des auteurs tous les après-midi. Et moi, je lui ai raconté des histoires. Et il m'a dit non, c'est pas pour moi, etc. Bon.
Mais c'était sympa quand même. Passer l'après-midi avec Clouseau, parce que lui, il racontait des trucs aussi. Il racontait quoi? Il racontait des souvenirs, ses conversations avec Chaplin, avec Simon, avec des gens, parce qu'il était assez mondain. Donc, c'était un type fascinant. Donc, passer l'après-midi avec Clouseau, c'était fascinant. Je me suis amusé à répertorier les metteurs en scène avec lesquels vos pères a travaillé. Gilles Grangier, 3 films. Autant Lara, 3 films. Après, ça monte. Christian Jacques, 7 films. Et alors, si on poursuit la liste, il y a un autre metteur en scène avec lequel il a tourné beaucoup, 8 films. Georges Lautner. Oui. C'est qui pour vous? C'est un membre de votre famille? Ça a été un grand ami. Et j'ai été son assistant pendant longtemps. Et j'ai appris le métier avec lui. Et à partir de là, vous avez compris qu'un acteur, ça se dirigeait ou ça se dirigeait pas, c'est ça? Non, un acteur, ça se dirige pas tellement. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a les très bons et il y a les très mauvais. Alors, les très mauvais, c'est pas la peine de les diriger, ils sont très mauvais. Donc autant aller boire un coup et on se donne rendez-vous lundi. Les très bons, il n'y a rien à leur dire parce qu'ils sont très bons. Donc moteur, ils tournent, ils sont très bons. Moi, je n'ai jamais dirigé Gérard Depardieu, par exemple. On se met d'accord sur la géographie du plan. Tu te mets là, tu vas là, tu t'assieds là, bon. Mais sur la façon de le jouer, c'est Gérard qui sait, c'est pas moi. Lui, il sait mieux. J'ai jamais dit à Gérard, fais-le plus ceci, plus cela, jamais. Vous avez tourné, comme vous le dites, avec les plus grands acteurs. Est-ce qu'il y a une rencontre qui ne s'est pas faite? Belmondo. Et il y a eu forcément des projets ensemble? Oui, on a eu des rencontres, on a eu des déjeuners, etc. Il devait faire Calmos, il devait être dans Calmos avec Jean-Yann. Et puis finalement, il s'est dégonflé parce que Jean-Paul est un garçon qui est un peu paresseux, qui était à l'époque un peu paresseux, immense star. Donc quand il voyait arriver des mecs dans mon genre, il se disait, bon, ces mecs-là, on va les laisser aux autres. Moi, je ne vais pas m'emmerder à faire un film aussi barjot. Là, on parle que des hommes. Et par exemple, Catherine Deneuve, Oui. moi aussi, je la verrais bien chez vous. Mais j'ai eu un projet avec elle dont elle n'a même pas été au courant, parce que je lui en ai pas parlé. Il y a eu un projet de remake de En cas de malheur. Bardot, Gabin. Autant Lara. Voilà. Et j'ai une idée fantastique. Je dis, qui va remplacer Jean Gabin? Qui va jouer le rôle de Jean Gabin? Et je dis, c'est Catherine Deneuve. Catherine Deneuve remplace Jean Gabin. Alors là, les gens affolés, quoi. Mon idée, c'était que Catherine Deneuve aurait joué le rôle d'une espèce d'Eva Jolie, disons, une femme comme ça, juge d'instruction, qui se fait piquer sa bagnole par un loupard très séduisant et qui dit au loupard, baisse ton pantalon que je vois un peu comment t'es foutu. Ça aurait été ça, le C'est film. génial. C'était génial. Mais c'est génial. Là, on cassait la baraque. Et on l'a pas fait. Elle est belle, cette histoire. Merci. Bah oui, mais elle ne le sait pas, je lui en ai jamais parlé. Il y a des trucs comme ça où c'est pas la peine de déranger les acteurs quand on voit que ça... C'était les producteurs, les agents Il y qui... avait un problème de producteur. Au moment de la sortie du Bruit des glaçons, c'était en 2010, vous disiez, il n'y a plus de cinéma. Je vois beaucoup de films, mais pas beaucoup de cinéma. C'est Oui. toujours le cas? C'est une formule que j'aime bien. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de films, il y a beaucoup d'images. Mhm. Mais le cinéma, il est ailleurs. Le cinéma, c'est Buñuel. C'est Bertolucci, c'est des gens comme ça. C'est Pasolini, c'est... Les Italiens, souvent des Italiens. Et cet homme-là, alors, il fait des films, il fait du cinéma, c'est un metteur en scène, c'est un cinéaste, c'est quoi? Alors, Maurice Pialat, c'est un très grand cinéaste, il n'y a pas de doute. Très bizarre, très dérangeant, avec des mises en scène qui sont dérangeantes, qui montrent des choses qu'on ne voit pas ailleurs, quoi. Vous l'avez fréquenté? Je l'ai rencontré parce qu'un jour, Depardieu voulait organiser un dîner Pialat-Blier. Alors, c'était pendant qu'il tournait Sous le soleil de Satan, en Normandie, là-bas, et il a organisé un dîner. Donc, je me suis retrouvé en tête-à-tête avec Maurice, et on a eu une conversation historique. Parce que j'ai lancé Maurice sur le cinéma des autres. Je l'ai fait parler des autres. Et dès le début du dîner, il a commencé à torpiller tous les autres metteurs en scène dont on parlait, mais en disant qu'ils étaient tous nuls, même Fellini.
même Kubrick. Mais il avait beaucoup d'humour et il plaisantait. Il regardait votre cinéma, il vous en a parlé? Non, on ne parlait pas de nos films. Bertrand Blier, avant qu'on se quitte, vous avez écrit des comédies grinçantes, des comédies noires, des comédies plus tendres. Est-ce que vous auriez envie de faire un nouveau film plus dévastateur? J'en ai un dans la tête en préparation. Un film qui ne nous laisserait pas indemnes? J'ai envie de faire un truc plus fort que Les Valseuses, quoi. Être vieux, un vieux metteur en scène qui fait plus fort que quand il avait 25 ans. Eh bien, continuez de nous faire des films. Eh bien, je reviendrai vous voir si vous êtes toujours dans des endroits noirs comme ça, avec plein C'est bien. d'objets étranges. Ouais, mais du moment que vous nous éclairez, c'est Et le je principal. viendrai, j'aurai un couteau. Super. Merci beaucoup, Bertrand Blier, d'être venu nous voir. Merci à vous À bientôt. et à bientôt.